D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? La qualité du son? Il n'y a pas de coupure? D'accord. C'est Oui, je terrible crois que ça c'est parce mieux qu'il faut que... qu'avant. Ouais, c'est terrible parce que j'arrive pas à utiliser le Wi-Fi, le Wi-Fi de chez moi. Donc, j'entre dans les données de mon portable. Euh, voilà. Et on passe ce cours d'aujourd'hui. L'idée, c'était d'abord de... ouais, en fait, je commence par vous dire que j'ai fait une mise à jour du calendrier du cours et j'ai ajouté une semaine de plus. Je ne sais pas si je vous ai dit ça ici au cours de roman ou si je l'ai dit dans le cours de poésie. Vous Vous voyez, avez dit un peu. d'accord, parce qu'il n'y a pas de transition, vous voyez, donc je ne sais pas si je l'avais dit à la fin de cours de poésie ou si je l'ai dit là tout de suite. Donc je ne me répète pas. J'ai ajouté une semaine de plus en décembre. Je crois que la prévision, c'était de finir les 2 décembre et là, on va finir le 9 décembre. Par contre, je n'ai pas changé les dates de la dissertation, d'accord? Parce que je pense que pour la dissertation, c'est bien comme ça. Euh, et c'est intéressant parce que vous allez finir la dissertation le 25 novembre. Et nous aurons encore 2 semaines de cours pour finir la discussion sur la peste de Camus. Donc, vous serez libre de la dissertation, qui est un travail plus difficile, plus complexe, et puis vous aurez encore 2 semaines à consacrer à la lecture à la discussion de la peste de Camus. Donc, ça, c'est pas mauvais du tout, en fait. Et sinon, c'est tout. Euh, on avait donc cette première activité sur la définition des romans comme une activité de test pour apprendre. Juliane, tu veux demander quelque chose? Je pensais à te poser une question, mais je pense qu'elle est un peu évidente. Si on aura cours jusqu'au 9 décembre, ça veut dire que la discussion, ça veut dire que la peste sera des 21 octobre jusqu'au 9 décembre. Ça veut dire ça, que Oui, la oui, période, elle sera plus longue. D'accord. oui. Parce que peut-être c'est les romans les plus longs qu'on va lire. Et aussi, elle va coïncider avec la version finale de la dissertation. Donc, en tout, on aura, je ne sais pas, 6 semaines ou 7 semaines autour de la peste, mais en même temps vous serez partagé entre la dissertation et la lecture de la peste. Donc, même si c'est une période trop longue, vous aurez d'autres choses à faire en même temps. Donc, On ouais. pourrait faire une pause. Donc, sûr, pour finir la dissertation, bien sûr. Merci. Oui, 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 parce que en général, je vois que ça marche un peu comme ça. Surtout dans l'étape finale de la dissertation, vous aurez un peu plus de temps. Peut-être on n'aura pas un cours comme celui-là d'aujourd'hui. Je peux vous donner une semaine de pause pour finir la dissertation. Et peut-être à la fin, ou pardon, au début de décembre, on peut avoir 2 semaines de cours enfilés. Ouais. Parce que vous aurez déjà rendu la dissertation, donc vous serez quand même plus libre. Ouais. Voilà. Laisse voir ici. OK. Je vois ici que je peux utiliser l'application pour baisser vos mains. C'est un peu grossier de le faire, mais
quand on pense symboliquement, mais je peux le faire. Et donc, cette activité sur la définition de roman, c'était un démarrage pour notre discussion, mais aussi une possibilité d'apprentissage d'utilisation des outils de cette salle virtuelle. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis, comment je peux dire, tout à fait content de cette salle virtuelle. Je pense que c'est assez super intéressant. On peut exploiter ou bien explorer les outils en fait. Et moi, je pense que ça, c'est venu pour rester. Je vais faire une pratique constante, même quand on pourra faire des cours présentiels après. Et sinon, je voudrais vous demander, comme je fais dans le cours de poésie, savoir un peu de votre opinion, de votre intuition sur votre définition des romans. Comment vous définissez ces genres littéraires, le roman? Est-ce que quelqu'un... là, vous pouvez utiliser l'outil de lever la main et je vous contrôle ici. Quelqu'un veut commencer? Daniel? Je pas des volontaires, donc il y a une victime. Alors, moi, quand je pense Joséma? du mot... Oui, c'est moi. Oui, Désolé. d'accord. Quand je pense à propos du mot roman, je pense à propos de fiction, de choses imaginaires, des choses à propos de la réalité, mais qui sont des fictions. Attends, je vais prendre des notes pour pouvoir discuter avec vous. Surtout, tu mets en évidence, Joséma, surtout l'idée de fiction. Ouais. Et est-ce que, je te pose cette question, est-ce qu'on peut résumer le roman comme fiction? Je ne pense pas, mais je pense que oui, en même temps, c'est une idée très compliquée. Parce que je pense qu'on peut, par exemple, faire des romans qui sont basés sur les biographies, par exemple. Donc, il y a des romans qui ne sont pas totalement fictionnels. Donc, je ne sais pas. Oui. Oui, nous avons une autre notion qu'on peut apporter ici, on peut la mettre dans la discussion, qui est récit. Ouais. On peut traduire récit comme narration et roman comme romance, évidemment, parce que d'une certaine façon, l'idée de récit est plus large que l'idée des romans. Ouais. On peut avoir un roman autobiographique, on peut avoir un récit, peut-être dans le sens commun des gens qui ne sont pas des critiques, des théoriciens littéraires. On peut même penser que le récit et les romans, c'est la même chose. Ouais. Mais un récit, par exemple, ça peut être un récit de guerre, par exemple, un témoignage de guerre ou un témoignage d'une catastrophe ou quelque chose comme ça, c'est toujours un récit, mais ce n'est pas un roman. Ouais. Vous voyez, quand on commence à réfléchir à ces concepts ou à ces mots séparément, on voit qu'ils sont très proches, ils se ressemblent, parfois ils se collent l'un sur l'autre, mais pas forcément, ils ne sont pas forcément la même chose. Donc, moi, je dirais que le récit est quelque chose de beaucoup plus large et nous permet de dire de récit autobiographique, récit autofictionnel, un récit fictionnel, donc un roman, ouais, un récit de graphique. témoignage,
un récit graphique comme la BD, ouais, la bande dessinée, par exemple. Moi, j'oserais dire qu'un film aussi est une espèce de roman. Un film est un récit visuel. Ouais, c'est pas quelque chose d'absurde de le dire. Mais un roman, peut-être, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. Ouais. Et par contre, Josimar, je suis d'accord avec toi. On va retrouver même dans un récit, parfois dans un récit autobiographique, parfois c'est marqué roman sur la couverture. Donc, ce sont des choses que les écrivains et les éditeurs le font pour compliquer notre vie. Ouais. Moi, je donne assez souvent des exemples de Céline qui faisait une espèce de roman autobiographique, autofictionnel en quelque sorte. Et il a déjà répondu des procès dans la justice parce que les gens l'ont appelé dans la justice parce qu'il faisait des références avec des mensonges. Mais il a dit, oui, votre nom est cité dans les romans, mais c'est un roman, ce n'est pas la réalité. Donc, il y a toujours ce genre de problèmes, surtout dans la littérature contemporaine, moderne et contemporaine. Elle problématise ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, la différence entre un roman, récit et fiction. Josimar, tu as posé la question, donc, qu'est-ce qu'est la fiction, à ton avis? La fiction, je pense, c'est très difficile de définir fiction, mais je pense que fiction, c'est toutes les choses qui viennent de notre imagination, des choses qui peuvent être quelquefois être basées sur la réalité, mais qui n'ont pas arrivé, quelque chose comme ça. Je sais pas. Non, mais très bien. Si je ne te regarde pas, c'est parce que je prends note ici à côté. J'aime bien ce que tu as dit, basé sur la réalité. Parce qu'assez souvent, on considère la fiction comme quelque chose de contraire à la réalité. Ouais. Mais le discours fictionnel, en fait, on peut dire qu'il est parallèle à la réalité. Parce que il dialogue avec la réalité, il nous fait poser des questions ou à mettre en question la réalité, il nous aide en même temps à comprendre la réalité. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement hors la réalité. Donc, la fiction, il y a quelques théoriciens qui vont définir la fiction comme, on va dire, un discours qui manque la référence ou les référents. Ouais. Par exemple, quand je vous dis depuis le début de la pandémie, je n'ai rends plus visite à mes parents dans le Minas. Ouais. Donc, je parle en première personne. C'est un récit en première personne. Moi, j'existe ici, je suis un référent. Vous avez une référence de cette personne qui parle. J'ai un CPF, par exemple, pour prouver que j'existe. Mes parents, ils habitent vraiment le Minas. Et il y a une pandémie. Il y a des gens qui nient l'existence de la pandémie, mais la pandémie existe. Je me souviens même, le jour où nous avons eu le premier cours en mars, Josimar est arrivé avec le masque. Tu te souviens, Josimar? C'était bien prévenu. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas un discours fictionnel parce qu'on retrouve la référence ou les référents dans la réalité. Donc, le discours fictionnel, c'est un discours qui existe, il est
comment je peux dire, il est structuré en tant que discours, mais il manque d'un référent réel dans le monde. Ça pour une définition rapide et simpliste de la fiction, juste pour nous situer ici. Si je parle d'un récit autobiographique, nous avons peut-être la possibilité de retrouver quelques référents de ce discours dans la réalité. Ouais. Par contre, nous avons une autre élément des complications qui est l'idée de réel ou de réalité. Ouais. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça existe seulement dans notre perception? C'est une autre chose. On n'a pas besoin d'entrer dans cette discussion, mais en quelque sorte, la fiction dialogue avec cette notion de réalité. Ouais. Parce que si on va trop loin, on va commencer à dire que la réalité, elle existe aussi seulement dans notre discours, par exemple. Ouais. Certains discours, certaines théories postmodernes vont dire des choses un peu comme ça. La réalité, elle existe à partir d'un sujet. Elle n'existe pas elle-même en tant que telle. C'est possible de penser un peu comme ça. Mais j'ai bien aimé l'idée apportée par Joséma. La fiction est basée sur la réalité, basée sur. Elle n'est pas la réalité. Elle ne se confond pas avec la réalité. Si elle se confond avec la réalité, nous avons un problème. Un vrai problème de quelqu'un qui n'est pas capable de séparer les choses. Il y a un texte assez intéressant de Stendhal, l'écrivain, qui s'appelle Shakespeare, Racine et Shakespeare, un texte de 1823, si je ne me trompe pas, dans lequel il raconte un événement passé dans un théâtre à Paris au XIXe siècle, où il y avait une scène où quelqu'un menaçait, un acteur menaçait un autre acteur, ça faisait partie de la scène, de la pièce de théâtre, et quelqu'un a tiré un pistolet, une arme, et a tiré sur l'acteur. Et il a dit quelque chose, tu ne vas pas blesser quelqu'un devant moi. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Il a pensé que c'était une réalité. Donc, vous voyez, là, c'est un problème de quelqu'un qui ne reconnaît pas l'existence du fictionnel ou qui confond réalité et fictionnelle. Et à partir de ce que Joséma a dit, je vous apporte encore un autre concept, c'est le concept de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est l'imaginaire, à votre avis? Parce que nous avons parlé de réalité, fiction, imagination, parce que c'est important d'ajouter imagination et après imaginaire. Imagination, c'est quelque chose de plus facile à comprendre. C'est tout ce qu'on est capable de créer avec notre esprit. Ouais. Esprit en tant que... assez souvent, on traduit dans ces contextes esprit en français par mente em português. Né? Tudo que a gente é capaz de criar na mente. Je vois que Jesuína veut ajouter quelque chose ici par rapport à imagination et imaginaire. Jesuína? Non? Donc, on continue. Donc, l'idée d'imagination, c'est ça. Ce sont les constructions mentales qu'on est capable de faire à partir de notre... Et maintenant, oui. On peut... Vous pouvez m'écouter maintenant. Ah bon, ouais, l'imaginaire, c'est plus proche de catégorie de sociologues qui parlent que
dans une époque, dans une culture, dans une certaine communauté, il y a un imaginaire, comme un ensemble de valeurs, de connaissances qui font l'organisation du comportement. Ça veut dire, dans un imaginaire où un homme peut se marier avec un autre homme, on a un imaginaire qui accepte de comportement. Il y a dans une autre société, dans une autre communauté, où les questions de valeur font un type de melting pot ou de quelque ensemble qui n'accepte pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant de notre autonomie intellectuelle. Oui, donc c'est parfait ce que tu as dit. Il y a un côté, on peut dire, collectif dans l'imaginaire. C'est une espèce de construction des valeurs, de concepts, des notions, une construction collective qui définit plus ou moins comment on comprend le monde. Ouais. Donc, par exemple, quand on parle de roman, il y a dans l'imaginaire une notion de roman. Ouais. Dans votre imaginaire, nous avons, parce que nous avons grandi dans une société à partir d'une famille, à partir de relations sociales. Donc, c'est-à-dire que certaines valeurs, certaines constructions idéologiques, elles nous sont données à partir de elles nous sont données à partir des relations sociales, on peut dire un peu comme ça. Donc l'imaginaire, en quelque sorte, c'est une espèce de construction idéologique, sociale, des valeurs, des mœurs, qui nous est donnée de façon construite, achevée en quelque sorte. C'est assez difficile. On peut peut-être rapprocher la notion d'imaginaire à la notion de tradition. Ce n'est pas si lointain qu'on peut imaginer. Parce que ce sont des valeurs plus ou moins construites qui nous sont repassées par les relations sociales, comme Jésuine a bien dit. D'accord? Donc, mais c'est important aussi parce que parfois, peut-être pas parfois, mais souvent, l'imaginaire guide pas mal des notions que nous avons, même des notions théoriques. Raison pour laquelle, quand je vous donne une activité comme celle-là, je vous demande de mettre votre définition personnelle des romans ou des poésies, vous avez quelque chose à dire. Et vous voyez que j'ai commencé la discussion de poésie et ici, maintenant, la discussion de roman à partir de ce que vous dites. Et vous voyez que ce que vous dites, parfois, vous avez l'impression que c'est intuitif, que c'est amateur, en quelque sorte. Et vous voyez que ça dialogue très bien avec des notions théoriques assez strictes, en quelque sorte. Anna-Caroline, je veux dire quelque chose. Oui, non, juste oui ou non? demander, mais aussi ajouter quelque chose concernant l'imaginaire. Donc, d'après ce qu'on a parlé, est-ce qu'on peut dire que l'imaginaire vient aussi d'un pré-concept, avant-concept qu'on a autant que société, autant qu'un groupe social, par exemple. Quand on dit un pré-concept, je veux dire des choses qu'on connaît, et des choses que nous sommes habitués. Mm-hmm. On peut dire comme ça. Mais aussi,
qu'elles croient réaliser autant qu'on c'est dans ces chemins? Oui, en quelque sorte, oui. Moi, je dis ici une note que l'imaginaire, ou un problème de l'imaginaire, ce sont les valeurs qu'on reçoit à partir de la culture, de la société, des relations sociales, et qui deviennent des valeurs naturalisées parfois. C'est pour ça que la fonction de la poésie, de l'art, de la fiction, c'est de... je finis les cours de poésie en parlant des formalistes russes et de la notion d'étrangeté, estranhamento en portugais, parce que l'art, de manière générale, surtout l'art moderne, qui a ce côté contestataire, elle est importante justement pour nous faire mettre en question ces valeurs données. Ouais. Donc, l'imaginaire, il peut être positif ou négatif. Nous avons des valeurs transmises par l'imaginaire qui sont positives. Ouais. Par exemple, si on se reconnaît comme Brésilien, comme des Brésiliens, c'est parce qu'il y a un imaginaire, en quelque sorte, qui nous disent, on partage certaines valeurs de patrie, de nation, de peuple, qui nous fait, ou qui fait en sorte qu'on reste ensemble en tant que peuple. Ouais. Et qu'on se reconnaît. Et vous voyez qu'à partir du moment où on introduit récemment une autre notion de patrie, de patriotisme, de patriote, nous avons un conflit sociétal. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'autre en tant que Brésilien ou en tant que Brésilien aussi bon qu'eux-mêmes. Ouais. Donc, l'imaginaire, il peut être positif parce qu'il peut nous rassembler, nous rassembler en tant que peuple. Par exemple, on peut travailler, et ça c'est important à dire aussi, l'imaginaire, il n'est pas seulement donné, il peut être construit aussi. Ouais. Cela veut dire que, par exemple, je crois que nous, en tant que citoyens, on aide cette construction de l'imaginaire aussi, c'est ça? Oui, parce que en fait, l'imaginaire, il est construit socialement. Oui. Donc, on renforce ou on réfute l'imaginaire. Ouais. Par exemple, quelque chose de très important dans l'imaginaire brésilien, et ce n'est pas moi qui le dis, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que j'élabore moi-même. Dans l'imaginaire brésilien, on est un pays très pacifiste. Ouais. Et on dit assez souvent, oui, parce que nous n'avons pas de guerre, nous n'avons pas de guerre avec nos voisins, mais nous sommes un pays hyper violent. Vous voyez, dans l'imaginaire brésilien, dans l'imaginaire brésilien, on ne se voit pas en tant qu'un pays violent. Violent, c'est l'Iran. Violent, c'est, je sais pas, le Venezuela. Ça peut être violent. J'ai cité le Venezuela juste pour une provocation, parce que c'est violent. Pour les Brésiliens, l'enfer, c'est les autres. Comme Sartre a dit, l'enfer sont les autres, les violences sont les autres, pas nous. Oui, justement. Et donc, on ne se voit pas en tant que peuple violent. Donc, c'est une construction de l'imaginaire brésilien, social.
Ouais. Et on peut changer ça, mais pour changer ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Et même, on va dire, même la construction de l'imaginaire brésilien en tant qu'un pays pacifique, c'est quelque chose que ça met longtemps à faire. C'est présent dans les chansons, dans la littérature, dans la conversation des gens, dans les mœurs. Donc, ça fait partie d'un ensemble social qui renforce cette idée, cette construction d'un pays pacifique, en quelque sorte. Donc, on n'a pas besoin de faire une analyse sur le Brésil ici, mais l'idée, c'était plutôt de montrer la différence entre roman et récit, fiction et imagination, imaginaire, j'ai ajouté l'idée d'imaginaire, et donc on a développé un peu plus cette idée de imaginaire. Et juste encore une chose, parce que je vois ici côte à côte dans mes notes fiction et imagination, parce que comme je disais, un récit n'est pas forcément un roman et l'imagination n'est pas forcément fiction. Ouais, parce que la fiction, en quelque sorte, comme je disais, elle manque des référents ou des références. L'imagination, c'est juste un exercice d'esprit. Ouais, parce que la fiction, on va l'utiliser plutôt dans un contexte de l'art, en quelque sorte. Mais l'imagination, on a besoin de l'imagination pour faire n'importe quoi. Ouais. Je veux dire, par exemple, on a besoin de l'imagination pour créer un nouvel produit, pour le vendre. On a besoin de l'imagination pour faire une nouvelle publicité, pour vendre un produit. Ouais. Donc, évidemment, on utilise l'imagination pour faire une fiction, mais ce sont des choses différentes. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Je vois que tu as la main levée. Oui. J'aimerais encore sur le sujet de l'imaginaire, parce que quand j'écoutais imaginaire, ça m'est venu l'idée d'une réalité construite. Dans le sens, si on regarde par exemple les livres de fiction scientifique ou fantastique, c'est un monde imaginaire, mais où il y a des valeurs, des mœurs qu'on comprendre, ça nous dit quelque chose. C'est pas une information absurde ou incompréhensible. Et je cherchais sur le dictionnaire parce que j'ai vu que l'imaginaire sur le petit Robert dit des histoires créées, bien résumées. Oui, mais ne pas confondre l'adjectif et le substantif. Oui, non, je lisais, je sais pas, je fermais, je ne sais plus. Parce que pour comprendre un roman, il faut qu'on voit une ressemblance pour bien les comprendre. Donc, c'est ça l'imaginaire. Un outil pour nous aider à comprendre l'histoire. Non, ce n'est pas un outil pour nous aider à comprendre une histoire. Mais comprendre une histoire nous aide à comprendre l'imaginaire d'un peuple. Parce qu'il y a parce qu'il y a un autre mot qui me vient à la tête. Je cherchais en français, mais j'arrive pas à
verossimilhança, verossímil, verossimilhança. Oui. Vraisemblance en français. Vraisemblance, voilà. Est-ce que c'est la même chose Ouais. que l'imaginaire? Non, non, non. Non? La vraisemblance, c'est juste la qualité. En fait, la vraisemblance, c'est l'idée que fait la fiction sembler à la réalité. Ouais. Donc, on peut avoir des récits plus vraisemblables ou moins vraisemblables. Ouais. Par exemple, laisse voir. Si je vous dis, ouais, je suis sorti dans la rue, et j'ai été attaqué par une fourmi. Peut-être c'est de la fiction parce que ça, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été attaqué par les fourmis. Et c'est vraisemblable quand même. Hein? Si je dis, je suis sorti dans la rue, j'ai été attaqué par un dinosaure, c'est vraisemblable en quelque sorte. Ouais? Okay. Mais on sait qu'il n'existe pas, donc on sait qu'il s'agit d'une fiction. D'accord. Par contre, oui. Peut-être je peux aider un petit peu avec ces concepts parce que je viens de milieu juridique et dans le milieu juridique, il est très difficile de travailler avec le concept de réalité, ce qui est vrai parce que chacun a son propre concept, son propre concept de ce qui est vrai, mais on travaille beaucoup avec le concept de verossimilhança, de vraisemblance. Et c'est intéressant parce qu'on dit que pour défendre quelque chose, il faut que le fait, entre guillemets, parce qu'il peut être pas un fait, mais il faut être vraisemblable. Il n'est pas nécessaire d'être réel, mais il faut être vraisemblable. Oui, c'est difficile vraisemblable. De prononcer. Vraisemblable, oui, c'est ça. Et donc, peut-être cette relation de fiction avec la réalité, comme vous avez dit, c'est ça, l'exemple que vous avez donné de dinosaure. Il peut être vrai ou non, mais il faut être vraisemblable. Donc, nous sommes en train de travailler avec ça, pas avec la réalité forcément, mais quelque chose qui semble comme la réalité. Oui, exactement. Oui, très bien. Comment je peux dire? Dans la fiction, parce que je n'ai rien ajouté à ce que tu as dit, mais pour continuer la question de Daniel, la vraisemblance est importante pour la fiction parce que d'une certaine façon, en tant que lecteur, on fait un pacte pour croire à ce qui est raconté. Ouais. Donc, par exemple, je pense ici aux Pirates des Caraïbes. Ouais. Nous avons, par exemple, un pirate qui a une tête d'une pulpe ou d'une pulpe, un pauvre. Ouais. Peut-être si je dis que je suis allé dans un bar et j'ai vu un mec qui avait une tête de pulpe, pour ce discours de la réalité, ce n'est pas très vraisemblable. Mais dans l'ensemble du film des Pirates des Caraïbes, oui, ça marche comme ça.
parce qu'il y a tout un rapport avec l'imaginaire, les légendes des pirates, une maldition, quelque chose comme ça. Donc, dans l'œuvre, le film Pirates des Caraïbes, ça devient vraisemblable. Ouais. Si on avait un récit réaliste, ce ne serait pas possible. Donc, il y a une différence entre imaginaire et vraisemblance. La vraisemblance, c'est ce qui semble être vrai, possible. Mais ça dépend du type de texte. Ouais. Parce que dans un texte fictionnel, ça peut être vraisemblable. Mais comme Anna-Caroline disait, dans un texte juridique, non. Ouais. Donc, on peut avoir un récit complètement fou, où les choses ne sont pas connectées. Mais dans un discours fictionnel, c'est encore vraisemblable. Ce qui n'est pas vraisemblable, ou qui peut poser des problèmes de vraisemblance dans un récit fictionnel, c'est par exemple des problèmes d'écriture du roman. Par exemple, est-ce que vous avez regardé Dark, la série? Oui. Nous avons des problèmes là. Moi, c'était une expérience assez intéressante parce que j'avais jamais expérimenté des problèmes de connexion de l'histoire ou des temps comme j'ai expérimenté en regardant Dark. De temps en temps, j'arrêtais tout, je disais à ma copine, attends, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre les connexions parce que ça ne marche pas. Et par exemple, il y a un problème. Moi, je dirais de vraisemblance parce que c'est très difficile. Moi, j'ai eu l'impression, en regardant Dark, que ça faisait un nœud dans ma tête. Quand un personnage est en même temps sa fille et sa mère, ou quelque chose comme ça, le même personnage est la mère et la fille. Tu vois que là, je me posais la question, qui est venu en premier? Oui. Comment ça se peut? Oui, et on n'arrive pas à établir la bonne connexion entre les deux personnages. Ouais. Parce là, que nous avons... un n'existe pas sans l'autre, mais il faut avoir l'un pour avoir l'autre. Pour avoir l'autre, exactement. Donc, c'est un truc qui n'a pas de sens pour nous. Oui. Mais avec l'histoire de la série, ils ont réussi à créer un sens. Oui, oui, ouais. Mais nous avons là, on est dans la limite de la vraisemblance. La vraisemblance dans les discours fictionnels. Ouais. Parce que, comme je disais, dans les Pirates des Caraïbes, avoir un pirate avec une tête de pulpe, c'est pas grave. On arrive, ça fait partie de la légende. On comprend bien. Ouais. Ça, c'est plate, cette troupe-là. Je préfère la salle de classe. Parce que je suis en train de parler avec moi-même, mais vous n'écoutez rien. Oui, c'est facile à imaginer un truc comme ça, une tête de poule, de poule, mais pas une mère qui est née de son fils dans un autre temps. Ça fait pas de logique. Oui, on voit, on les comprend, mais je dirais même que c'est pas acceptable, ça. Ouais, on ne comprend pas. Moi, j'ai fini par accepter l'ordre des choses dans la série, mais je ne comprends pas comment ça c'est possible, en fait. Ouais. Et vous voyez, non, je ne vais pas raconter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé la série. Ouais. Je m'arrête là. Parce qu'il y a un problème, je pense. Et il y a, surtout dans la tragédie classique,
une critique qu'on fait à ce qu'on appelle, en portugais, on dit Deus ex machina. Ouais. C'est une solution qu'on apporte à la fin pour résoudre un problème de l'histoire, un problème do enredo. Ouais. C'est quelque chose qu'on tire, on apparaît avec cette solution finale. C'est comme dans la série Lost? Oui. Ouais. Parce que, bon, enfin. Ouais. Par exemple, je ne me souviens plus quelle pièce de tragédie où le personnage s'en allait avec un char volant. Mais ça dans les 17e siècle. Vous voyez? Donc, c'est... ouais, c'est ça. Je ne voulais pas parler d'arc. Mais c'est quelque chose qui a un rapport avec les dimensions du temps. Ouais, la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Et on dit, oui, le problème n'est pas cette dimension, ni celle-là, c'est une autre, qui n'était pas présente jusqu'au moment. Donc là, nous avons un problème de vraisemblance appliqué au discours fictionnel. Ouais. Et j'imagine, Ana Carolina, pardon, vas-y. Non, j'aimerais juste, pour ne pas trop interrompre, j'aimerais ajouter, parce que vous m'avez demandé en première, ma conception des romans. Pour moi, c'est toujours difficile parce que il y a roman, romance. Je vois toujours le lien avec une histoire d'amour. Donc, ça serait bien de peut-être trouver un autre nom comme récit, peut-être. Parce que je m'attends toujours à avoir une histoire d'amour, un roman quelconque. Même s'il y en a comme un Dark, il y a des histoires d'amour, mais ce n'est pas les cibles les plus importantes. Donc, pour moi, c'est difficile de caractériser un roman parce que, à cause du nom, la vision que j'ai dans ma tête, c'est toujours qu'il faut avoir toujours une histoire d'amour. Une histoire d'amour. D'amour sexuel, pas entre pas mère, fils, des amis, non. Une histoire d'amour. C'est ça que je voulais dire. Mais ça, c'est intéressant de voir dans le texte l'entrée du dictionnaire parce qu'il nous donne, si je ne me trompe pas, 3 bases, 3 lignes qui ont donné les romans. Nous avons les romans picaresques, les romans historiques et, laisse voir ici, c'est où ça? Les romans picaresques, les romans de formation et les romans historiques. Ça donne 3, on va dire, 3 lignées du roman qui sera développé un peu plus tard. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, nous avons le roman autobiographique comme une espèce de lyrisme présent dans le discours narratif. Je vois. Mais je comprends ces problèmes, surtout en portugais, Daniel, parce qu'on utilise les mêmes mots, roman et romance, pour les deux. Mais en français, ça existe aussi romance. Et j'ai ici un petit poème en littérature espagnole, pièce sentimentale et tendre, chanson sentimentale. Donc, c'est lié à la littérature, mais à la littérature sentimentale, romance, en français. Et nous avons roman comme le genre littéraire. En portugais, nous avons... il y a la chanson não sei o que, um romance é um romance, e um lance é um lance, não tem isso? Je ne sais pas les paroles correctes. Mais j'aime bien cette parole parce que
elle sépare bien ce que c'est chaque chose. Lorena, tu veux demander quelque chose? Ouais. Alors, parce que quand j'ai étudié les romans à l'école, au lycée spécifiquement, on voit toujours les mots lyriques. Alors, quand je lis le texte que je demandais pour nous, j'ai découvert un autre personnage, qui c'est le Picaro, alguma coisa assim. Oui. Pícaro. Oui. Je ne sais pas si je marche bien. Alors, quand je définis le roman, j'imagine une chose que l'écrivain veut exprimer dans votre réalité. Alors, dans le contexte où il vit, il imagine deux autres imaginations réelles pour il, pour ne vivre ça. Alors, dans le roman, il y a beaucoup d'écrivains qui vivent dans la guerre. Alors, il imagine une autre chose autour de ça. Alors, c'est difficile pour définir une chose comme ça, parce que c'est pas une imagination ou une fiction en même temps. Parce que l'auteur, il exprime la réalité où ils vivent. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui montrent ça. Et il y a aussi l'amour aussi, l'idéalisation d'un amour, d'une chose parfaite ou extrême, je dis ça. Parce que le roman, c'est beaucoup de choses, c'est une période grande et qu'il y a beaucoup de sentiments. Pour moi, c'est difficile pour définir le roman pour cette chose-là. Mais c'est intéressant pour moi de découvrir qu'il y a un autre personnage parce que toujours on voit les mots lyriques. Tout est tout de moi, tout de ma vie, tout que je vis. Alors, il y a des autres personnages, le lyrique et le Picaro. Et j'ai découvert ça, j'ai adoré et je veux partager avec vous. Mais parfois, je pense, je ne sais pas rien, je suis très bizarre avec ça, mais j'ai ça avec la lecture, qui c'est très difficile, mais j'ai découvert beaucoup de choses avec la lecture de le texte. Alors, c'est ça. Merci. D'accord. Merci à toi, Lorena. Ça, c'est important, comme je disais tout à l'heure en poésie, parce que toute tentative de définition d'un genre littéraire, elles sont des définitions générales ou généralistes. Parce que ici, par exemple, vous allez lire 5 romans pendant le semestre, 4 on va lire ensemble et vous allez lire un 5e avec un groupe des camarades. Et vous allez voir que ces aspects sont assez différents. Et surtout parce que j'ai choisi des romans assez contemporains. Et là, nous avons des questions posées qui sortent un peu de cette idée d'un roman, d'une relation romantique entre deux personnes. Même si ça existe, peut-être cela n'est pas la question centrale de certains récits qu'on va lire ici. Et d'une certaine façon, c'était récemment, j'écoutais une interview et c'était qui? Je ne me souviens plus qui était, mais l'idée c'était de faire toujours attention, c'était un conseil en fait, de faire toujours attention à travailler les idées qu'on a. Par exemple, des écrivains qui ont un cahier de notes pour noter les idées géniales qu'ils ont quand elles apparaissent, quand elles viennent à leur esprit. Et cette personne, dont les noms je ne me souviens pas, disait que il me semble que c'était Hitchcock, le réalisateur, qui avait un cahier de notes qu'il laissait dans sa table de chevet, la mesa de cabeceira,
un cahier de notes, et quand il se réveillait la nuit ou avant de dormir, il avait une idée géniale, il la notait. Et il s'est passé une fois qu'il a noté une idée géniale, il me semble que c'est l'idée dans de ses plus célèbres films, et quand il l'a lu, le lendemain, c'était une fille aime un homme, un homme. Donc, c'était très simple. Et en fait, il y a aussi, là, je ne me souviens plus où j'ai vu ça, ou si quelqu'un avait commenté avec moi, on a fait les structures de récits existants depuis toujours. Et il me semble que nous avons genre 9 structures de base, quelque chose comme ça, 10 structures de base pour tout récit qu'on a, soit de films, de romans, ou quelque chose comme ça. On n'arrive pas à sortir de ces quelques 10 structures possibles d'histoire. Je dis histoire ici pour dire en portugais enredo. Ouais. C'est comme dans les novellas. Oui, oui. Au fur et à mesure, on voit que ça se répète un peu. Oui. La trame. Oui. 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 Ouais. En fait, pour les telenovelas, je pense qu'il y a un problème de paresse des écrivains. Je pense que les chaînes télévisées aussi, elles décident de mettre un niveau très bas parce qu'elles ont peur que les gens ne comprennent pas l'histoire et décrochent. Parce que imaginez une histoire comme celle de Dark dans une novella à 20h, 21h. Les gens vont décrocher, ils vont changer de chaîne. Donc, on essaye quelque chose de garanti, de prouver que ça marche, et on utilise toujours un peu comme ça. Mais quand on a en face de nous des bons écrivains, parfois ils arrivent à travailler cette structure de base d'une manière géniale, par exemple. Il y a un film français, j'utilise toujours cet exemple, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, les amants anonymes, je crois que c'est les timides anonymes, quelque chose comme ça, les timides anonymes. Et c'est l'histoire d'amour d'une fille qui est chocolatière avec les patrons de la production de chocolat. Et les deux sont des timides totalement asociales. Ils n'arrivent pas à avoir des relations sociales. Ils se découvrent comme ça, ils se retrouvent amoureux l'un de l'autre. Et ils se décident de marier, mais les deux, ils ont le trac à l'idée d'être devant tout le monde dans l'église pour se marier. Et jusque-là, nous avons une histoire typique de mariage, de film, qui aura la scène finale, un mariage très beau et tout ça. Et en fait, vous voyez que c'est une structure de base assez récurrente au cinéma. Et quand ils arrivent à côté de l'église pour se marier, ils se regardent, ils disent « je ne suis pas capable d'entrer dans l'église et de faire face à tout le monde ». Les émotifs anonymes, voilà. Voilà, merci. Et ils s'en vont, ils fuient et ils laissent les gens attendre dans l'église. Donc, nous n'avons pas la scène classique du mariage. Donc, vous voyez que nous avons une histoire de base typique, deux personnes qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Ils ont un problème pour vivre pleinement cet amour, mais après, ça se résout, en quelque sorte. On va vers la scène finale du mariage, mais on arrive à changer et à donner au public une fin différente. Donc, c'est intéressant de voir ça. Dans une novella télévisée, normalement, nous avons la scène finale du mariage et après,
on fait un saut de 6 mois et nous avons la fiancée enceinte ou parfois avec le bébé dans les bras. Ouais. C'est toujours la scène typique. Et il faut toujours aussi avoir la scène de l'accouchement, de parto. Je pense qu'il n'y a pas de novella sans la scène de l'accouchement. Ouais. Et il faut montrer la souffrance de la fille, tout ça. Et on est déjà fatigué de ce genre de scène. Peut-être la première fois qu'on a exhibé une scène pareille, c'était la Révolution. Mais aujourd'hui, c'est... Puis c'est toujours un mariage dans une église catholique. Oui, aussi. Jamais dans une autre religion. Oui, et jamais un mariage comme on fait assez souvent aujourd'hui, entre amis. On invite un ami important pour le couple pour faire la cérémonie. Et c'est juste une célébration entre amis parce que parfois les deux ne sont pas religieux. C'est intéressant ça. Donc, à partir de ces... il me semble, ou ça peut sembler qu'on a ici à parler de n'importe quoi, mais on parle, on entre vraiment dans le vif du sujet sur des questions auxquelles on va faire face pendant le semestre. Ouais. Et on va voir que, d'une certaine façon, nous avons besoin de cette définition générale des romans. Je rigole parce que mon chat il est ici à côté. Nous avons besoin de cette définition générale de roman pour nous guider en quelque sorte. Ouais, parce que nous avons besoin de certains concepts. Et comme je disais, toute définition dans les études littéraires, elles tendent à être précaires, fluides et, je vais dire, situées. Elles servent dans un certain contexte. Si on change le contexte, certaines définitions ne vont plus nous servir. Ça arrive. C'est pourquoi vous allez voir dans votre dissertation, par exemple, une des premières choses à faire, c'est définir les concepts que vous allez utiliser. Ouais. Par exemple, oui, pour analyser ces romans, on a besoin de comprendre un roman comme ça. Il s'agit d'un roman fictionnel, voilà, ou imaginaire. On est du côté de l'imagination complète, non, on est du côté d'un récit réaliste ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Et je voudrais en fait entrer dans le texte que je vous ai demandé de lire parce que là, on a travaillé un petit peu sur vos impressions de base. Je vais partager l'écran avec vous. Je vais vous montrer le texte ici. On est là, voilà. Oui. Là, on voit mon texte projeté ici. Donc, nous avons cette idée-là de le roman comme une forme littéraire. Je lis ici tout en haut. Une forme littéraire construite à partir d'une réalité elle-même structurée. Quand on parle d'une réalité structurée, on peut ajouter l'idée de l'imaginaire, parce que, comme on disait tout à l'heure, l'idée d'imaginaire, elle nous aide à structurer la réalité à laquelle on regarde. Ouais. Par exemple, je vous ai donné l'exemple du Brésil, de l'imaginaire du Brésil comme un pays pacifique. Mais vous voyez que même pour montrer dans un film comme Cidade de Deus, un Brésil qui est très violent, nous avons besoin de l'imaginaire du Brésil d'un pays pacifique. Donc, même si on met en contraposition une idée, l'autre, elle est toujours présente. Et cela, j'utilise cet exemple pour montrer que la réalité est structurée, en quelque sorte. Ouais. Même si
par exemple, on est dans le domaine de la science-fiction. Il y a une certaine structure. Par exemple, vous voyez que assez souvent, dans le domaine de la science-fiction, on est toujours projeté à un futur imprécis. Moi, ça ne vient pas à l'esprit un cas de science-fiction au passé. Ah non, peut-être, si on pense à Flintstones, le dessin animé. Là, nous avons peut-être un type non, mais c'est pas science-fiction. Ouais. Mais assez souvent, vous voyez que la réalité projetée de la science-fiction, c'est toujours le futur. Un futur plus ou moins imprécis. Ouais. Voilà. Et je laisse voir ici. Et assez souvent, le romancier, il essaie d'organiser cette réalité. Ça peut être un groupe social, un problème ou un cas psychologique, un événement historique, un fait divers. Le premier roman, par exemple, qu'on va travailler, à La chanson douce, c'est un roman qui vient d'un fait divers. Un fait divers ou une notice de journal. Ouais. Ou une biographie ou quelque chose comme ça. Donc, juste pour entrer dans le débat ici. J'avance dans le texte. Oui, ça a changé. Oui. Ça, c'est important. Les romans peuvent utiliser tous les genres de discours et surtout la plupart des langages d'une société à une époque donnée. Ça pour dire que on peut voir un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman composé de lettres. On peut voir un roman psychologique dans lequel le narrateur nous met dans la conscience d'un certain personnage. On peut voir un roman en vers, un roman en prose poétique. Nous pouvons voir des romans historiques qui essayent de reconstruire un contexte historique du passé. Donc, tout est possible dans le roman. Et peut-être, j'ai oublié de dire ça dans le cours de poésie, la poésie est en quelque sorte la forme littéraire primaire ou première. Non, pas primaire, mais première. Mais aujourd'hui, on lit de moins en moins la poésie et on lit de plus en plus les romans. Et les romans est un genre littéraire adaptable. Ça, c'est quelque chose de très important et ça explique plus ou moins pourquoi les romans existent toujours, tandis que la poésie, elle existe toujours, mais elle attire moins l'attention des gens. Ça, c'est quelque chose d'important. Le roman, il arrive, il est mobile, il est malléable, il arrive à raison pour laquelle, assez souvent, comme même l'entrée du dictionnaire ici le dit, assez souvent, on va classer les romans à partir de la thématique et pas à partir de la forme. Parce que la forme du roman, elle est toujours mobile. Assez souvent, raison pour laquelle on a du mal à définir une forme du roman. Ouais. Ça va. Les classements sont arbitraires dans la page suivante. Oui. Excusez-moi de t'interrompre, mais j'ai un doute. Vous avez parlé de la question de forme, et donc c'est intéressant de parler aussi de la question de, comment on peut dire, o comprimento, a extensão du roman, parce que parfois, on essaye de définir le roman comme une histoire très longue
ou des petites histoires ne sont pas les romans, on essaye de faire sa définition par la quantité de pages. Et donc, je crois que c'est intéressant de parler de ça parce que nous sommes en train de parler de la forme et je crois que les pages faire part de la forme du roman aussi. Oui, ça c'est important, mais l'extension ne définit pas les romans. D'une certaine façon, même si on va dire que l'extension, elle fait la différence entre un conte et un roman, l'extension du roman, elle est variable aussi. Aujourd'hui, peut-être à cause de notre expérience du temps, parce que nous n'avons plus le temps de consacrer des heures et des heures à la lecture d'un roman, on veut quelque chose de plus rapide. Les romans s'associent à cette expérience du temps. Et vous avez vu, d'accord, je fais un choix des romans plus courts pour vous permettre de lire ces romans pendant le semestre. Ça, c'est clair. Parce que nous avons des romans publiés récemment qui sont énormes, hyper longs. C'est vrai. Par contre, dans le texte ici, nous avons cette idée des romans policiers, le roman picaresque, les romans de formation et les romans historiques. Les romans de formation, comme ils devaient montrer toute la vie d'un personnage depuis la naissance ou depuis sa naissance jusqu'à sa mort ou jusqu'à un moment précis de sa vie, avec des détails, on avait des romans assez longs dans ce genre de romans de formation, qu'on prenait un personnage dès le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Mais si on regarde aujourd'hui, assez souvent, nous avons des romans plus en plus courts. Vous avez, on peut considérer l'événement d'Annie Ernaux qu'on va lire. Un roman, c'est un roman de 60 pages. Ouais. Et peut-être, si on regarde certains contes de Guimarães Rosa, ils ont 50 pages aussi. Ouais. Peut-être on va dire que ce n'est pas un conte, c'est une nouvelle, mais il y a aussi des gens qui vont dire que la nouvelle, ce n'est pas l'extension moyenne entre les contes et les romans, mais elle a une structure d'histoire et de composition de personnages un peu différentes du roman. Les romans, assez souvent, il va s'approfondir dans la verticalité d'un seul personnage. Tout va tourner autour d'un seul personnage. La nouvelle, ce sont des noyaux de personnages. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle les novellas télévisées nouvelles. Ouais? Parce que vous voyez, as novelas de televisão, elas são núcleos de personnages. Et parfois, ces noyaux de personnages, ils ne sont pas en contact entre eux. Ouais. Donc, on est capable, dans une nouvelle, d'avoir cette distance entre certains groupes de personnages. Oui? Oui, je demande ça aussi parce que j'ai noté quelques... je peux utiliser le mot préjugés, mais parfois même dans l'académie, en concernant ces romans qui ne sont pas très longs ou l'extension ne sont pas très longs, mais j'ai vu quelques personnes dire « Ah, mais ce n'est pas un roman, il est trop court pour être un roman. » Mais si l'histoire est racontée, et c'est mon avis, je crois que si l'histoire est complète, il est fermé en soi-même. Ici, on utilise le récit pour la construction du récit, pour raconter cette histoire de manière, d'une façon qu'il est fermé dans, je ne sais pas, 60, 90 pages. Il est un roman et il ne faut pas être très long pour être considéré. Mais je dis ça juste parce que j'ai vu ce type de commentaires, ce type de préjugés.
Et Oui. je viens de recherche avec le bande dessinée qu'on considère le roman graphique et on ne considère pas la longueur de l'extinction du livre, de l'œuvre, pour la considérer une œuvre graphique, un roman graphique. Vous savez, c'est juste à cause de ça. Oui. Moi, comme je disais tout à l'heure, que les définitions théoriques sont toujours derrière les phénomènes littéraires. Les phénomènes littéraires sont toujours au-delà des définitions. Moi, je pourrais dire d'une façon un peu grossière, et je m'en excuse, que les phénomènes littéraires ou les romans s'en foutent de l'opinion des gens qui pensent que l'extension est importante. Parce que je veux dire, je dis ça pas par rapport à ce que tu as dit, mais c'est juste une façon de dire que peu importe la définition, il y aura toujours des phénomènes qui ne seront pas expliqués par celle-ci ou une autre définition. Par exemple, tu as parlé d'extension. L'année dernière, j'ai travaillé avec un roman de René de Chateaubriand qui a 20 pages. C'est un roman de 20 pages. Une autre chose, l'année dernière aussi, nous avons travaillé un roman de Nathalie Sarraute dont les personnages n'avaient pas de nom. Chaque chapitre, en fait, ça semblait être le début d'une histoire et le chapitre suivant n'avait pas de connexion avec le premier. Donc, c'est considéré un roman. Et donc, juste pour montrer que les définitions et la théorie sont importantes pour nous aider, en fait, à avoir des outils pour lire, comprendre et analyser n'importe quel roman. Ouais. Moi, je dis que la théorie, c'est une attitude vers la connaissance. Ouais. Mais si je ne considère pas qu'un roman puisse être court, qu'est-ce que je vais faire avec un roman court qui existe, tu vois? Donc, le problème, c'est un peu celui-là. Il y aura toujours quelque chose ou une œuvre littéraire qui contredit notre conviction. Donc, notre conviction au niveau des phénomènes littéraires, elle ne peut pas être trop ferme, trop solide. Ouais. Il faut être un peu souple pour accepter plus ou moins ça et ça, parce que sinon, on n'arrivera pas à expliquer certains phénomènes littéraires. OK? Et sinon, je vais juste vérifier ici s'il y a quelque chose encore à ajouter de cette lecture ici par rapport à... parce qu'en fait, cette entrée du dictionnaire, elle est moins une définition et plutôt un parcours historique, plus ou moins des formes du roman. Ici, j'ai en face la grande école du roman d'apprentissage ou le roman de formation. Ce concept qui vient de la littérature allemande. Les romans historiques sur un fait accompli. Attends. Ah oui, pardon. Voilà. Je reviens ici. Non, je crois que c'est bon. J'aime pas trop utiliser la version Kindle parce que la seule possibilité que j'ai, c'est de souligner
ou de marquer, de surligner les choses. Je préfère le PDF, je peux mettre des flèches. C'est plus intéressant. Non, ici, le roman policier. Daniel, par rapport à ce que tu avais dit, les romans sont toujours une histoire d'amour. Et c'est intéressant cette partie du texte ici sur les romans policiers parce qu'on voit, c'est un peu pareil au niveau de la structure du roman policier. L'entrée ici, elle nous montre, dès qu'on a un roman policier, on aura plus ou moins la même structure. C'est plus ou moins comme la structure des romans sentimentaux ou autres. Et oui, et elle finit ici avec cette pièce à conviction, avec un roman document. C'est un peu comme ça, c'est très proche d'un roman des témoignages, comme on dit. Parce qu'ici, ce qu'ils expliquent de ce roman document, c'est un narrateur qui rassemble les documents, il crée un roman à partir de certains documents. Par contre, on peut avoir un roman des témoignages. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience et elle raconte son expérience de cet événement vécu. C'est plus ou moins comme on verra le cas de l'événement d'Annie Ernaux, qui a vécu l'expérience de l'avortement et raconte son expérience dans le roman. Donc, c'est un roman des témoignages où, assez souvent, les romans qui racontent les romans des survivants de l'Holocauste, par exemple. Ce sont des romans de témoignages. Et peut-être un exemple de roman document, comme cette partie 6 du texte, c'est le roman d'Ora Bruder, qui est sur la liste de la dissertation. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je vais interrompre ici le partage d'écran. Je vous revois ici, quelques visages. Vous avez des questions à me poser? Je fais une lecture labiale, Daniel. Je disais que c'est bon. D'accord. Donc, c'est bon, je vais interrompre ici ou terminer l'enregistrement. Il sera disponible sur les chats de conversation. Et c'est tout. Voilà. Je vais préparer une série de vidéos, moi, blogging. Je vais préparer cette série de vidéos à partir de certaines théories du roman, pour vous présenter, par exemple, la structure du roman, comment parler de personnages, de temps, d'espace, de focalisation, narrateur, ce genre de choses. Et dès que je vous apporte dans une vidéo une explication générale sur une théorie du roman, je vais mettre les romans, le livre, je vais je vais disponibiliser le livre dans la bibliothèque de cours. Vous voyez là, pas la bibliothèque de cours, c'est les archives. Et vous pouvez retrouver cette bibliographie théorique. Et je vais faire pareil avec poésie. J'ai oublié de dire ça, mais je vais faire pareil. Je vais vous présenter certaines théories de la poésie aussi. Et sinon, je vais vous demander à partir de maintenant, pour la semaine prochaine, des activités sur des parties du roman que vous devez lire. Parce que, attends, je reviens ici au programme du cours, juste pour vous montrer ici. C'est note de classe. Attends, j'ai juste 5% de batterie de mon portable. Je vais
le mettre ici pour recharger. Et je vais le tenir à la main pour l'instant. Bibliothèque des contenus. Voilà. Pardon. Voilà. Je partage encore une fois avec vous mon écran ici. Je vais vérifier ici si ça marche bien. Voilà. Oui, ça marche. C'est un peu long, la salle virtuelle. Bibliothèque de cours. Voilà. Donc, nous avons ici le programme du livre, du cours. Oui, c'est visible. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons 3 semaines pour lire le roman Chanson douce de Leila Slimani. Donc, je vais... parce que j'ai une notification ici de batterie faible, même si le portable est connecté. Donc, pour la semaine prochaine, je vais vous envoyer une activité sur un terço du livre de Leila Slimani. Donc, ceux qui n'ont pas encore lu ou n'ont pas encore commencé à lire, lisez pour la semaine prochaine le premier entier du livre. Donc, leiam o primeiro terço do livro. Eu vou olhar aqui as páginas e eu mando a atividade para vocês contando de página tal a página tal, respondam tais questões. E aí vai ser no formato dessa atividade que eu dei para vocês sobre a definição de romance, certo? Aí, como eu disse, eu não vou... para esse tipo de atividade, como a atividade acho que eu posso terminar aqui o compartilhamento de tela. Prof, mas a gente vai ter aula, então, na semana que vem ou Não. na seguinte? Não, a gente vai ter aula na seguinte, dia 16. Ok, no SESI, né? Que você tinha dito em poesia e eu anotei e eu fiquei em dúvidas. A de romance também vai ser no SESI. Peraí. Não, peraí, que eu tô com 1% de bateria, eu tenho que conectar. Senão eu vou perder a conexão com vocês. Professor, je ne comprends bien. Notre prochain cours est 16 setembro. O nosso próximo curso, a próxima aula vai ser dia 16 de setembro. Tá, ok. Aula síncrona, sim. Aí, aula síncrona. Porque, então, é bom ter colocado isso, porque eu digo uma vez, depois a coisa se perde e eu não volto nisso direito. Peraí, estou perdido aqui com o celular. Eu decidi, porque como é um pouco mais difícil para todo mundo ter a aula síncrona, então eu decidi, a princípio, a gente fazer uma aula síncrona a cada 15 dias. Só que segundas e quartas, nesse horário da aula, eu estou sempre no computador disponível para tirar dúvidas, né? Só que uma coisa que porque essas primeiras semanas a gente acabou não fazendo. Então, eu acabei não fazendo, conseguindo fazer a gravação dos vídeos. Então, a partir de agora, eu vou tentar postar um vídeo por semana sobre alguma questão mais teórica do gênero romance. Então, com o vídeo, vocês vão ter uma aula não síncrona, né? Assíncrona, para dizer assim. Então, aulas síncronas a cada 15 dias. Se a gente achar que está pouco e dá para fazer mais, a gente pode fazer. Eu escolhi assim porque nos foi dado... eu vou parar a gravação? Não vou parar não, porque isso é importante para quem não estiver assistindo. Nos foi sugerido dar o mínimo de aulas síncronas por causa do problema de conexão. Pode cair, pode ter interrupção, essas coisas.
Então, aí, com isso, a parte expositiva eu vou fazer por meio de vídeo, né? E aqui a gente vai fazer mais trocas, debates, conversas, tira dúvidas, essas coisas. Isso. E aí, para a semana que vem, então, eu vou mandar uma atividade para vocês. Aí, como essas atividades regulares de leitura, elas não têm certo e errado, quem entrega ganha um ponto, né? Então, o que eu vou exigir é que seja entregue no dia, até a data final. Aí depois eu fecho, o sistema fecha, e aí eu não recebo. Mais. Fernanda, quer dizer alguma? Diga. Você tem como ver se recebeu o arquivo, por favor? Tenho. Em poesia ou em romance? Em romance. Certo. Estou abrindo aqui. Enquanto isso, eu não sei se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, tranquilo. Não, é porque é provável que eu faça o que você me pediu e não consiga falar ao mesmo tempo, me perco aqui na fala. Mas então era isso, eu estava dizendo que a gente não vai ter aula síncrona, mas vai ter atividade com os vídeos e vocês vão ter atividade de leitura e escrita para fazer. Então, eu devo dar uma atividade para a semana que vem para ser entregue até quarta-feira à noite. Né? Assim, vamos ver. Né? Se eu conseguir preparar a atividade hoje, aí eu dou uma semana. Se eu entregar a atividade amanhã, eu dou uma semana a partir de amanhã. Certo? Então, vocês vão ter uma semana para ler, até porque esse livro da Leila Slimani já estava indicado, já era para ter começado, né? A leitura. Fernanda. Isso, entregue. Está aqui. Tá, não está em branco, não. Eu vou abrir. Então, eu vou abrir só para ver se está preenchido ou não. E já te digo. Está respondido. Está aqui. Perfeito. Não, então tá, agora eu já sei. Perfeito. Não, pois aí o que eu estou achando é isso, assim, esse sistema não é muito intuitivo, me parece que o Moodle é bem mais intuitivo, mas como o Moodle estava tendo problema de instabilidade da plataforma e a Microsoft, por ser maior, já estava tudo pronto e está tudo integrado. Mas depois que a gente aprende a mexer, eu estou achando uma maravilha, sabe? Eu acho que... não sei vocês, mas eu estou achando muito bom. Com essa pandemia, a gente virou sommelier, além de álcool em gel, de plataformas, né? Pois a gente vai para o Zoom, vai para o Google Teams, Microsoft, o Google Teams também, né? Eu até agora estou achando o Microsoft Teams o melhor, assim. O Zoom, ele não comporta muito bem, mas a gente virou sommelier de plataformas. Pois teve uma professora que veio me pedir... o Josemar está dizendo que o Moodle é muito instável. Teve uma professora que veio me pedir, tirar dúvidas sobre a plataforma, aí ela me chamou de MT Boy, Microsoft Boy. Mas eu estou adorando, estou achando muito bom. Na verdade, eu já queria ter passado para as plataformas mesmo antes da pandemia. Mas não consegui fazer as formações e aprender a mexer. Aí veio a pandemia e acelerou os processos. Né? Mas é isso, então. Eu não vou segurar vocês mais, não, porque já deu 12:08. Já falei demais, estou morrendo de fome. E é isso. Então, qualquer dúvida, vocês podem escrever no chat ali geral. A gente mantém o chat das atividades para as atividades e o chat da dissertação para a dissertação. Né? Fica mais fácil a gente separar as dúvidas dessa forma. Ok? Ok. Obrigada. Estamos conversados? Sim, beleza, professor. Então. Aguardaremos o senhor. Abraço para vocês. Abraço. Beleza. Bom almoço. Tchau, abraço. Professor. Obrigado para vocês também. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Au revoir. Au revoir. Eu não estou conseguindo sair. Estou preso aqui na sala.